Pendant une année, on a parcouru des milliers de kilomètres, en bus, en train, en voilier, à pied. On a visité des pyramides, des déserts, des villes et des montagnes. On a traversé l'Amérique centrale de Mexico à Bogota et on a relié l'Inde à la Suisse, sans avion ou presque. En chiffres, c'est 36 000 km en transport, 3 800 km à pied, soit presque 10 km par jour, 17 kg de bagages chacun, 18 000 francs par personne, soit environ 46 francs par jour, 409 jours de voyage, 173 logements différents, 21 pays visités, une raclette et 0 objet volé. Mais ce n'est pas de chiffres dont on souhaite vous parler aujourd'hui, c'est d'expérience. Pendant 62 semaines, on a publié une vidéo chaque dimanche, sans exception. Certaines, on a adoré, d'autres, un peu moins. Mais chaque semaine, on était satisfait d'avoir accompli ce mini-projet. Ces vidéos, elles ont commencé à prendre une importance particulière dans notre voyage. On ne faisait pas que se créer notre collection de souvenirs, on la partageait aussi avec vous et on adorait avoir vos retours. Pendant une année, on vous a partagé nos expéditions dans l'Himalaya, la traversée des Caraïbes en voilier, nos aventures au Baloutchistan et les montgolfières envoûtantes de Cappadocia. La découverte de régions toutes merveilleuses et passionnantes. Après notre retour, on a eu de la peine à revenir à la vie normale, sans voyage et sans vidéo. On ne pouvait pas passer à autre chose avant d'avoir vraiment rendu hommage à ce périple génial une dernière fois et vous partager les coulisses. Car derrière la caméra, il se passait aussi plein de choses. Des moments moins fun, des réflexions et remises en question. C'est aussi ça qu'on souhaite partager aujourd'hui. On est parti suivre le soleil, une année en tour du monde, comme tant d'autres l'ont fait avant nous. Mais cette fois, c'est le nôtre. Bienvenue dans notre tour du monde. Il y a autant de manières de voyager que de voyageurs. Certains visent de voir un maximum de pays et optimisent chaque minute. D'autres passent des mois dans un village perdu à la recherche d'une authenticité maximale. Notre but à nous, c'est de faire le tour du monde sans avion et de voyager autant que possible par la terre et la mer. Mais ça, c'était sans compter sur le Covid qui s'abat sur nos têtes. Le plan doit changer. Les bateaux ne prennent plus de passagers et les frontières terrestres sont fermées. Alors on revoit nos plans et on décide d'éviter au maximum les vols en avion. Direction la seule zone au monde avec des frontières terrestres ouvertes, l'Amérique centrale. Partir pendant tout ce temps, remettre son appartement, quitter son job, quitter ses proches et rassembler ses indispensables dans un sac à dos 45 litres, c'est un pas à faire. Il faut accepter qu'on ait l'ennui de son chez-soi, de son pays, de ses proches et même de la routine, de la certitude. Le soir avant le départ, l'appart est rendu et ce qu'on prend avec est soigneusement empaqueté dans nos sacs à dos. On peine à trouver le sommeil, les pensées se bousculent dans nos têtes. On s'apprête à se lancer dans notre grande aventure. Le matin suivant, dès notre départ en train, on se sent libéré d'un immense poids. Toutes les préoccupations administratives, l'appréhension des au revoir, l'inquiétude d'avoir oublié quelque chose, tout ça est désormais derrière nous. Il ne nous reste que la meilleure partie, le voyage. Une semaine en Espagne, histoire de limiter l'avion pour l'Amérique centrale. Et voilà, on est parti, c'est notre premier jour. On part après des années de préparation, de projets. La fin de l'attente, mais c'est que le début de l'aventure. On ne se rend pas compte que pendant une année, on ne va pas rentrer à la maison. Ça y est, on a changé de continent. Et on a l'impression que c'est le vrai lancement du voyage. Avec toutes les questions qui vont avec. Peut-on se permettre ça? Combien de temps passer ici? Doit-on visiter tous les jours? Alors on se lance dans l'arène mexicaine et les découvertes s'enchaînent. Des ruines millénaires, des volcans, des chutes d'eau, des villes coloniales. Et puis, on se découvre un fil rouge vital pour notre voyage. La nourriture. 3 fois par jour pendant une année, ça donne le temps de découvrir. Et c'est pas plus mal de commencer par le Mexique pour ça. Tels 2 hobbits en tour du monde, équipés de nos sacs à dos, toujours en quête du prochain repas. Ces premières semaines en Amérique, c'est aussi les premières expériences des attrape-touristes qui, il faut bien le dire, nous suivront jusqu'à notre retour. C'est de bonne guerre. 60 $ chacun pour aller du Mexique au Guatemala, pas ok. Après les temples de Tikal, on sait que l'Amérique centrale a moins de sites historiques à offrir et notre voyage se centre désormais sur la nature.
Alors si on commençait par quelques clichés nature, belle plage, sable blanc et palmiers. Sans oublier... Honnêtement, après une semaine de snorkeling au paradis, de plage, de homards et de cocktails, pas facile de repartir. Bien, Sarah, le Belize? C'était trop bien. Surtout que c'est un long trajet qui nous emmène du Belize au Honduras. 2 jours de bus, une frontière compliquée à cause du Covid, la chaleur et un bus arrêté dans la nuit noire pour problèmes techniques. Surtout que le Honduras, ce n'est pas le pays avec la meilleure réputation. Nos recherches montrent que nous allons passer par la ville la plus dangereuse au monde, San Pedro Sula. Ça fait peur, mais un peu moins quand on réalise que de nombreuses villes qu'on visitera pendant notre tour du monde ont été élues ville la plus dangereuse du monde. Mais finalement, au Honduras, on ne craindra jamais pour notre sécurité. Quoique... On est à une tyrolienne qui est assez énorme, qui traverse une vallée plusieurs fois. Et du coup on va faire ça et ça a l'air super vertigineux. Mais arrêtons-nous quelques instants pour vous partager la première leçon que nous avons apprise. Partir en voyage avec l'ambition de sortir une vidéo YouTube par semaine, sans aucune expérience préalable, un pari risqué. On commence de zéro ou presque, qu'il s'agisse de matériel, connaissances en tournage ou montage. Sortir une vidéo chaque dimanche pendant 62 semaines, ça implique une certaine discipline. Tournage, synchronisation, choix des clips, montage, ajout des voix off, des effets, de la musique, exportation et ajout sur YouTube, on passait par ces étapes chaque semaine. Si on ajoute à ça la difficulté de trouver du bon réseau, on se retrouve vite à écumer les différents cafés de la ville à la recherche d'un Wi-Fi digne de ce nom. On a vite compris qu'on ne pouvait pas se permettre d'être perfectionniste et qu'il fallait aller de l'avant avec nos vidéos du mieux qu'on pouvait, en se focalisant toujours sur notre but premier, profiter des endroits où on se trouve et faire ce dont on a envie. La priorité, c'était de se créer des souvenirs. Le bonus inattendu, c'était que nos vidéos plaisent et soient utiles pour d'autres voyageurs. Bref, revenons au programme de base. On en était où déjà ? Les pays à mauvaise réputation s'enchaînent. Bienvenue au Salvador. Arrivé à la capitale, on sent déjà une fracture entre deux mondes. Quand on demande à notre hôte quel bus prendre pour aller de la gare routière jusque chez lui, il tombe des nues. Pourquoi prendre le bus ? Prenez un Uber. On finit par trouver un bus, mais le Salvador sera notre première expérience avec Uber. Et ce pays mal aimé finit par être la bonne surprise de l'Amérique centrale. Une diversité incroyable, des montagnes à la mer, en passant par des volcans fantastiques et des villes aussi typiques que modernes. Sans oublier le plat national, les pupusas. De la pâte de maïs farcie de piment, de haricots rouges ou encore de fromage. Une fois par jour au minimum. Il est temps de revenir dans un pays plus touristique, le Guatemala. Et ce n'est pas pour rien, on y vit une de nos plus belles expériences du voyage, l'ascension d'un volcan, avec la vue sur un autre volcan sans cesse en éruption. On ne se lasse pas d'observer ces panaches de lave dans la nuit étoilée. C'est des feux d'artifice. C'est impressionnant, il est constamment en éruption. Les pays d'Amérique centrale se suivent et on s'éclate dans la nature. Du bord sur un volcan, quelques jours coupés du monde sur une île au milieu d'un lac, un safari sur une rivière, des plages à couper le souffle. Pour arriver finalement dans l'ultime pays de la région, le Panama. Alors on condense nos expériences centra-américaines. L'ascension d'un volcan, mais cette fois en pleine nuit, notre première nuit blanche du voyage, et 100% sans alcool. Quelques jours sur des îles paradisiaques, une semaine dans la capitale pour poser nos bagages et recharger les batteries. Et quel plaisir, après 3 mois de voyage en changeant de lieu tous les 3 jours, de retrouver un semblant de routine, avec commission au marché et reprise du sport. Après 3 mois, nous voici à la fin de l'Amérique centrale, une région qui nous était inconnue et qu'on a adorée.
Mais découvrir de nouveaux horizons nous démange. Le problème, le Panama est un cul-de-sac, aucune frontière terrestre ouverte avec la Colombie. Alors on embarque sur un voilier, une expérience certes nauséeuse, mais ô combien magnifique dans l'archipel vierge des San Blas. Une belle expérience qui nous aurait sans doute échappé si nous voyagions en avion. Changement de continent. Et c'est parti pour 2 mois en Colombie, avec de grandes attentes, et on n'est pas déçus. C'est ici qu'on expérimente notre deuxième énorme coup de cœur, le trek de la Ciudad Perdida. C'était une expérience fantastique qui rentre clairement dans notre top 3 de ces 4 mois de voyage. 4 jours de marche pour atteindre des ruines inaccessibles de cette ancienne cité des Tayrona. Après 5 mois de voyage sur le continent américain, il est temps de faire le point. Continuer ici ou partir ailleurs? On va pas se mentir. L'Asie, c'est notre continent de cœur. Chine, Cambodge, Ouzbékistan ou encore Kazakhstan, à chaque fois des pays qui nous ont marqués. En 2 jours, c'est décidé. Dans 2 semaines, on quitte l'Amérique latine et un deuxième voyage commence. Obligé de passer par les USA, on profite pour y rester quelques jours. Ce n'était pas une destination prévue. Mais au final, on s'éclate à mort. Parc d'attractions, parc national, ville comme dans les films, communication facile, transport accessible, les USA se révèlent être plus des vacances qu'une partie de notre voyage. Ce n'est pas sans une pointe d'appréhension pour le choc culturel que nous prenons notre vol pour le sous-continent indien. Puis l'Inde, c'est un pays qui nous a fait beaucoup rêver dernièrement, puisque ça fait quelques semaines que c'est décidé qu'on vient ici. Mais hier, c'était assez particulier parce qu'en fait, on s'est un peu pris une claque. Les premiers jours sont étouffants. Plus de 40 degrés et une culture bien éloignée de la nôtre, à découvrir sous 1000 aspects. Pauvreté, luxe extrême, épices, couleurs et musique. Tout est un choc perpétuel pour les sens. L'arrivée d'une visiteuse nous facilite la tâche. On se fait balader de place en place, de train en train. On se familiarise petit à petit avec le pays, ses coutumes, ses gens. Et quoi de mieux pour ça que de tomber sur un méga festival par hasard dans les temples d'Ampi. L'Inde, cet immense pays à 1,4 milliard d'habitants, presque un 5e de la population mondiale. Ce pays qui nous émerveille et qui nous pousse à bout en même temps. C'est un peu stressant là, franchement. J'aime trop voyager et je ne regrette pas du tout, mais il y a des jours où il y a un peu tout en même temps et puis c'est un peu dur. Ce lieu où on se pose le plus de questions fondamentales sur l'égalité, la justice sociale et les conséquences du réchauffement climatique. Il fait une quarantaine de degrés là, donc on peut pas se doucher avec l'eau courante. On doit dire à notre hôte quand on veut se doucher et il nous amène des seaux d'eau qui viennent de réservoirs souterrains. Ce moment en Inde, c'est l'occasion pour nous de réfléchir à ce que signifie le voyage. Dans un premier temps, notre rythme était soutenu. Depuis des mois, on attendait ce départ. Ajoutons à cela l'immobilisme forcé par le Covid et l'enthousiasme du début. On a commencé notre voyage par un sprint tellement on était heureux des possibilités infinies qui s'offraient à nous. Changements réguliers de lieux, visites quotidiennes, activités sportives. L'Amérique latine, paradis des backpackers, offrait tout ce qu'on cherchait. Notre rythme s'est gentiment relaxé dans la seconde partie du voyage en Asie. Arrivé en Inde, abattu par la chaleur infernale, les difficultés de communication
et le fossé culturel, on s'est pris une bonne claque et on a vite réalisé qu'il n'était pas viable de garder le même rythme qu'auparavant dans des conditions moins familières. Et ce n'était pas toujours facile. On se mettait la pression en se disant que c'est maintenant le seul moment où on pourra visiter cet endroit. Et si on loupait l'expérience de notre vie en renonçant à cette croisière sur la rivière? Et si on ratait complètement notre coup en choisissant cette ville plutôt qu'une autre? D'autant plus dans un pays aussi gigantesque et diversifié que l'Inde. La tension permanente entre carpe diem et réflexe boulimique de touristes. On réalise peu à peu la pertinence si profonde des mots de l'explorateur Nicolas Bouvier. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Un voyage qui se suffit à lui-même, voilà ce qu'on cherche désormais à atteindre. Un voyage qui conserve son essence fondamentale, même si l'on y soustrait les expériences tangibles. Un voyage qui se définit plus par des moments indéfinissables, des regards et des émotions, que par la liste des monuments et des pays visités. Mais retournons à notre récit de voyage. Nos 2 mois en Inde sont parmi les plus diversifiés de notre voyage. 3 jours au milieu des tigres dans une réserve naturelle, suivis de déambulations au cœur de Varanasi, capitale de la religion hindouiste et plus vieille ville du monde. On apprend à cuisiner les plats qu'on mange chaque jour, on visite les palais majestueux du Rajasthan. Et on tombe aussi malade, plusieurs fois. En fait, hier matin, Baptiste était pas bien du tout. J'avais rarement été aussi malade. Sarah a eu une sorte de gastro et c'était impossible hier d'envisager sortir du lit. Après un trek inoubliable et rafraîchissant dans l'Himalaya, cap sur la dernière étape de notre périple indien, Amritsar, en bus. J'ai super mal au dos. Je sais pas pourquoi. Mais bon, j'ai que 15 kilos à porter sur le dos. Mais j'arrive pas trop à regarder à gauche ni à droite. Et ce soir, on va dans un bus de nuit, donc hashtag voyage glamour. J'étais loin de me douter que j'allais passer la nuit à vomir mes tripes dans le bus de nuit zigzagant dans l'Himalaya. Après quelques jours à récupérer et à explorer cette ville sikh fascinante, il est temps de quitter l'Inde. Le passage de frontière entre l'Inde et le Pakistan marque probablement la partie plus aventurière de notre voyage. Historiquement très similaires, les villes pendjabis de Amritsar et Lahore sont presque jumelles. Séparées par à peine 50 km, rejoindre ces 2 villes se révèle assez épique. Car suite à la partition de l'Inde en 1947 et avec la création du Pakistan, la région du Pendjab et ses dizaines de millions d'habitants ont été déchirées. La violence innommable qui s'en est suivie a laissé des marques indélébiles qu'on constate aujourd'hui encore. Entre la méfiance exprimée à notre égard par les gardes frontières indiens et les procédures administratives interminables pour passer au Pakistan, on est très soulagé d'arriver enfin à Lahore. Logé dans une chambre d'hôtel correcte, mais certes un peu miteuse et sans fenêtre, et surtout des coupures d'électricité régulières, on essaye de sortir le plus possible dans l'immense métropole de 11 millions d'habitants. On sera habitué à manger beaucoup plus de viande qu'en Inde et le bœuf revient en force, mais sans porc bien sûr. Et adieu l'alcool pour ces prochains mois. Entre mosquées grandioses, petites ruelles interminables et cafés huppés, Lahore nous interpelle et nous impressionne. Et c'est aussi l'occasion d'une rencontre imprévue, une famille pakistanaise qui nous repère dans un musée et qui nous invite immédiatement à manger chez eux. Et pourquoi pas aussi dormir, bruncher et rencontrer toute la famille. Les moments passés en leur compagnie nous permettront de poser toutes nos questions sur le Pakistan et les Pakistanais, tout en répondant à leurs questions sur nous, car difficile de savoir qui est plus intéressé par l'autre. Lassé de la chaleur polluée de Lahore et d'Islamabad, on s'échappe à nouveau direction l'Himalaya. C'est là qu'on tombe amoureux des pics imposants de cette région si inhospitalière, mais où les habitants nous accueillent avec la plus grande gentillesse. On imagine ces châteaux au milieu de ces vallées accessibles qu'à pied ou à cheval, sur la route de la soie reliant la Chine et l'Europe, entourés des plus hauts sommets de la planète. On se promet d'y revenir. On retrouve nos amis Lahoris avant de devoir les quitter définitivement. C'est 4 jours intenses qui suivent pour nous. Cela fait des mois qu'on s'informe sur la région du Baloutchistan. On communique avec des locaux, des touristes qui sont passés par là et on intègre des groupes de discussion. La décision de passer par là n'a pas été prise à la légère et aucun incident impliquant des touristes n'a été recensé depuis 10 ans. Il n'empêche qu'on ne se lance pas dans cette aventure sans une pointe de stress.
Depuis Quetta, on suit les traces du voyageur suisse Nicolas Bouvier. Et cela met à nouveau notre voyage en perspective historique. Lui pouvait côtoyer les populations baloutches et continuer son aventure dans les contrées désormais inaccessibles de l'Afghanistan. À chaque époque, ses opportunités et ses risques, pour les voyageurs privilégiés que nous sommes. Après quelques jours de stress, l'Iran nous donne l'impression d'un Eldorado paisible et hospitalier. On découvre ce qui nous avait tant manqué dans le sous-continent indien. De larges trottoirs, des villes entretenues, une météo agréable avec une trentaine de degrés. On se rend vite compte que l'Iran sera plus que tout ce que nous avons visité jusqu'à présent, sans que nous arrivions à cerner exactement pourquoi. Peut-être son hospitalité légendaire, son architecture splendide ou ses déserts impressionnants, ou peut-être encore son histoire au carrefour des mondes, sa nourriture parfumée, ou les conversations passionnantes avec les Iraniennes et les Iraniens. Probablement tout ça à la fois. En Iran, on passe d'un lieu extraordinaire à un autre. Chaque journée est exceptionnelle. D'abord la ville reculée de Kerman, où on visite le fameux désert d'Achellout, le plus chaud au monde. Après 9 mois de voyage et de découvertes presque quotidiennes, difficile de se rendre compte tous les jours de la chance qu'on a. Mais parfois, ça vous tombe dessus avec une force inouïe, et on se dit, c'est de la folie ce qu'on a. Mais finalement, pourquoi on le fait ce voyage ? Voyager en sac à dos, c'est vivre un tas d'expériences désagréables. C'est réaliser très vite que le ridicule et la saleté ne tuent pas. Quand on voyage par la terre, on traverse forcément des endroits qui n'étaient jamais sur notre liste. Il faut accepter de ne pas tout contrôler, et il faut accepter qu'il y ait des moments vraiment pourris. On peut se retrouver à vivre une expérience magique tout comme un des pires moments du voyage, sans savoir à l'avance si ce sera l'un ou l'autre. Il faut lâcher prise. On vient d'avoir une de nos pires journées de tout le voyage. On est parti à 5h du matin en bus de San Salvador. On est encore en trajet, il est 21h du soir. On a traversé le Salvador, traversé le Honduras et on est enfin arrivé au Nicaragua. Et c'était, je pense, la pire frontière qu'on a eue jusqu'ici. Et puis après on s'est fait confisquer le drone au Nicaragua, ce qui a pris du temps. Pour nous, il était indispensable que notre voyage ait du sens. Il fallait qu'il soit autre chose que la somme des pays visités. Voyager par la terre s'est révélé naturel pour nous, plus fidèle à notre manière de voir le monde. On pouvait pleinement vivre le changement de culture d'une région à une autre, des langues qui évoluaient, de la nourriture qui changeait. Et puis de voir à quel point les frontières jouent le rôle de murs plus ou moins perméables. De très perméables en Amérique latine à quasiment impénétrables entre le Pakistan et l'Iran, où le changement de culture a été pour nous frappant. Ce qu'on a réalisé pendant notre voyage, c'est un aspect de nécessité. La nécessité de la rencontre entre cultures, la nécessité d'être dans des situations parfois inconfortables, la nécessité encore d'être mis en face de réalités qu'on préfère ignorer. Les rencontres et expériences humaines qu'on a faites nous ont non seulement enrichis, et nous ont surtout enseigné la compassion et l'empathie. Ces deux qualités qu'on estimait avoir, pourtant sous-développées. Notre voyage nous a appris l'humilité, reconnaître notre ignorance, reconnaître aussi, parfois, et c'est pas facile de se l'admettre, nos préjugés, nos biais. On a naturellement plus d'empathie pour les personnes qu'on connaît. Mais retournons à notre récit. L'Iran nous fascine. Yazd et sa vieille ville en terracotta qui nous transporte dans une autre époque. Shiraz, Kashan et Isfahan, avec leurs jardins royaux et mosquées qui laissent bouche bée. Et enfin, Téhéran, cette capitale si particulière à l'histoire riche. Dans ce taxi, avec une amie iranienne au milieu de Téhéran, les réflexions s'enchaînent et se mélangent. On perçoit d'un côté le fossé qui nous sépare culturellement, mais surtout dans le style de vie, elle, obligée de porter le voile tous les jours, opprimée par un régime autoritaire. Elle pour qui la liberté et l'absence de celle-ci a un sens. Elle pour qui chaque jour est rythmé par des restrictions à ses croyances, à son intimité, à sa personnalité. Et pourtant, on passe des heures ensemble, on se comprend, on échange, on débat. Elle, déçue par tout mouvement contestataire qu'elle considère voué à l'échec. Jamais elle n'imagine qu'un mouvement soutenu de l'intérieur pourra mettre à mal le régime. Alors on essaye de partager nos espoirs avec elle. Des révolutions, ça arrive ailleurs, ça peut fonctionner. Comment pourrions-nous penser autrement, impuissants devant tant d'injustices ? Nous, touristes, profitons de ce pays magnifique, alors qu'à chaque échange avec des locaux, on nous partage la haine de ce gouvernement, de cette oppression. Nous ne nous doutions pas que quelques jours après notre départ du pays, un mouvement de contestation sans précédent mobiliserait la population iranienne.
Notre mois en Iran passe à une vitesse déroutante, et après un passage dans les montagnes bordant la mer Caspienne, on se trouve déjà à Tabriz, à visiter notre dernier bazar en Iran. Le départ d'Iran fut difficile, tant on a vécu de belles expériences et rencontres dans ce pays pourtant très isolé du reste du monde. Et puis on est aussi un peu ému parce que c'est la fin de notre séjour en Iran. Donc ça fait tout bizarre parce que on a beaucoup aimé ce pays et que ça va être dur de partir. Et on était loin de se douter que ce pays et sa population continueraient à être très présents dans nos pensées les mois suivants. L'arrivée à Yerevan, capitale arménienne, est peut-être le deuxième choc culturel le plus marquant de notre voyage. Ça fait trop bizarre parce qu'on est enfin libéré, on peut s'habiller comme on a envie. Les gens ils portent des mini-jupes, des tops sans manches, c'est trop bizarre et ça fait vraiment bizarre de pouvoir enfin mettre ce qu'on a envie et surtout de ne pas avoir de voile. On est du jour au lendemain catapulté dans une culture totalement différente. Mini-jupe, cheveux au vent et alcool qui coule à flot, il nous faut un moment pour nous réhabituer à la culture occidentale, mais ce n'est pas pour nous déplaire. On va pas se mentir, après les merveilles et l'hospitalité iranienne, on n'a pas tout à fait un coup de cœur en Arménie. Entre l'architecture de style soviétique et la population plus individualiste, on est loin des invitations à boire le thé de parfaits inconnus dans une jolie ruelle de vieille ville. Ça ne fait rien, chaque pays a son lot de découvertes et ses charmes, et l'Arménie n'y fait pas exception. On visite de magnifiques monastères et églises orthodoxes et on retrouve les forêts vertes et fraîches qui nous rappellent la maison. La météo plus clémente et le changement de culture nous motivent à entreprendre un projet un peu fou, s'entraîner pour le marathon d'Istanbul qui a lieu à peine 3 mois plus tard. Entreprise réalisable ou ambition déraisonnable, à ce stade, impossible de répondre à la question. Mais alors qu'on s'approche de l'Europe, cela nous donne un but important qui nous isole de la date fatidique de notre retour en Suisse. Arrivé à Tbilissi, en Géorgie, on rencontre tout à coup par hasard plein de compatriotes avec qui on se régale de nourriture et vin géorgien. On réalise peu à peu que la Suisse nous manque. Ça fait 11 mois que nous sommes partis et le retour qui s'approche nous réjouit tout en nous pétrifiant un peu. Les montagnes géorgiennes nous enchantent. Décidément, le grand air frais nous a manqué ces derniers mois. Après un trek dans les montagnes de Svaneti, on redescend sur la côte de la mer Noire, à Batumi. On est à la frontière, il ne reste plus qu'à traverser. En une journée, on passe de la station balnéaire de Batumi à la ville très conservatrice d'Erzurum en Turquie. On est ravis de retrouver la culture islamique, les mosquées qu'on aime tant visiter et les délicieux kebabs. Erzurum, ville très peu touristique à l'échelle de la Turquie, nous donnera une première image faussée du pays. Ça, on la réalisera très vite. Car quelques jours plus tard, on arrive dans la région de la Cappadoce, ultra touristique. Pourtant, on y vivra des moments forts de notre voyage, comme le décollage mythique des montgolfières à l'aube. Cette fois, c'est la bonne. On a au moins un. 2. 4. Cappadocia, c'est pour nous l'exemple parfait d'un lieu certes ultra touristique, mais qu'il vaut toujours 100% la peine de visiter. Vous l'aurez compris, bien qu'on soit attiré par des lieux hors des sentiers battus, on n'allait sous aucun prétexte éviter cette région magique simplement parce qu'elle est touristique. Après un petit détour par la charmante et fascinante île de Chypre, au large de la Turquie, le temps de quelques jours et de plusieurs entraînements intensifs pour le marathon, on retrouve de la famille à Antalya. On suit pendant quelques semaines la côte en explorant de magnifiques sites archéologiques et de belles plages, avant de remonter vers le nord. Et notre côté aventurier prend une dernière fois le dessus, et on découvre le fameux village abandonné de Bourj al-Babas, le résultat d'une folle ambition immobilière ratée. Bienvenue dans ce nouvel épisode et avant-dernier.
Cette semaine, on est à Istanbul. Une sensation indescriptible s'empare de nous lorsqu'on arrive à Istanbul. Ville mythique faisant le pont entre l'Orient et l'Occident, elle représente beaucoup pour nous. Tout d'abord, la fin de notre périple sur le continent asiatique, qui aura duré plus de 6 mois, ce qui nous rapproche de plus en plus de la fin de notre voyage. Mais aussi, à plus court terme, le marathon. Bientôt, on est à la veille de la course et on a tout à coup peur d'avoir fait une grosse erreur en s'inscrivant. Mais voilà, on verra bien. On verra bien. Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah. On vous épargne le suspense, on a tous deux réussi la course et elle s'est plutôt bien passée. Enfin, aussi bien que peut se passer un marathon. Épuisés, mais satisfaits, on entame nos 10 derniers jours de voyage à travers l'Europe. Avec ce sentiment mitigé, l'impatience de retrouver la Suisse et nos proches d'un côté, et la tristesse de voir ce voyage se terminer. Car même si ce voyage était pour nous une forme de nécessité, on n'est pas pour autant parti pour fuir, et notre retour en Suisse a toujours été une évidence. On a rencontré plein de voyageurs qui faisaient tout pour éviter de rentrer dans leur pays, éviter la routine, d'être obligés de trouver un travail et se retrouver coincés dans un train-train quotidien d'un ennui mortel. Cela n'a jamais été notre raison de voyager. Au contraire, ce sont précisément les petites choses de notre quotidien routinier qui nous ont le plus manqué. Le bruit de la cafetière italienne qui bout le matin, les apéros au bord du lac en été, les soupers de famille du dimanche soir et les sorties de course à pied dans la forêt voisine. Quel privilège de partir pour découvrir et non pour fuir. On avait une année merveilleuse devant nous, tout en sachant que ce voyage allait se terminer par notre retour dans un pays qu'on aime et nos retrouvailles avec nos proches. Alors on profite de chaque instant et on se rend compte de tout ce qu'on a vécu, avec le sentiment d'avoir fait le voyage qui nous correspond, notre tour du monde. Après quelques mois, petit à petit, on confond les lieux qu'on a visités. Les souvenirs se brouillent un peu. Le nombre de nuits passées à chaque endroit, le nom des villages et des personnes rencontrées. Certains souvenirs banaux s'effacent peu à peu pour faire place à d'autres. Mais la plupart sont imprégnés en nous, avec l'impression qu'on ne les oubliera jamais. Les couleurs des saris des femmes à Varanasi, le lever du soleil au sommet du volcan à Catenango, la gentillesse des habitants de Gulmit, le goût des pistaches à Kerman, le soulagement éprouvé en arrivant à Zahedan après avoir traversé le Baloutchistan, franchir la ligne d'arrivée du marathon d'Istanbul, ou encore de parfaits inconnus qui nous ont invités chez eux à Lahore. Le bruit de la cafetière italienne le matin est de retour. Au plaisir d'être rentré s'ajoute la nostalgie et même une certaine mélancolie. La réalité parfois inassimilable que notre voyage est définitivement terminé. Et savoir que chaque jour nous éloigne un peu plus de cette expérience et nous ramène un peu plus vers cette routine, pourtant souvent désirée durant notre périple. Tout en nous réhabituant à notre nouveau quotidien, on prend conscience de l'enrichissement que ce voyage nous a apporté. Et on se met à rêver de repartir.